suis un scénariste de bande dessinée, entre autres de La Guerre des Lulus, qui est la série qui marche le mieux, donc celle que j'ai faite en tant que scénariste. Je travaille aussi sur les spectaculaires en ce moment, sur le tome 2 de Ziblin, sur Aqua Blue et sur de nouveaux projets que je suis en train de monter, notamment avec Renaud Dilly, avec qui j'ai fait Abélard. Voilà, d'autres projets en cours. Ça vient de deux choses. D'une part, parce qu'en tant que lecteur, en tant que spectateur, voilà, j'ai des goûts très hétéroclites, donc je vais m'intéresser aussi bien à la littérature classique, à la littérature de science-fiction, au polar, enfin, etc. Bande dessinée, pareil. Cinéma aussi. Et puis la deuxième chose, c'est que j'essaie de toujours partir du dessinateur. Donc je vais partir des envies du dessinateur, des goûts du dessinateur, de ce que m'inspire son dessin, pour créer une histoire pour le dessinateur. Donc comme chaque dessinateur a des envies et des goûts différents, et comme chaque dessin aussi véhicule des choses qui lui sont propres, du coup, comme ça devient mes sources d'inspiration, ça donne au final effectivement une œuvre qui est assez hétéroclite, où je vais faire aussi bien des choses comme Accord sensible avec Antonio Lapone, on est dans le récit intimiste, que Abélard avec Renaud Dilly, on est sur du conte philosophique, Aqua Blue alors qu'il y a une reprise, mais aussi sinon L'Orphelin de Perdide, on est dans la science-fiction, La Guerre des Lulus, on est dans de l'aventure sur fond historique, enfin des choses très différentes les unes des autres. Non, c'est assez rare en fait, je laisse en général les dessinateurs venir vers moi, et même si je prends le cas de La Guerre des Lulus, où au départ je n'ai pas écrit l'histoire pour Hardock, qui est le dessinateur de La Guerre des Lulus, je l'avais écrite pour un autre dessinateur, c'est-à-dire que l'idée je l'avais en tête, mais je ne l'ai concrétisée sous forme d'un synopsis d'abord que parce qu'un dessinateur à un moment donné m'a demandé de lui écrire une histoire jeunesse. Je lui ai proposé ça, il n'en a pas voulu, et en la racontant à Hardock, mais sans la lui proposer de fait, juste parce que voilà, on se voit régulièrement, et puis il voulait savoir sur quoi je travaillais, et je lui disais voilà, j'ai ce projet-là, et il m'a tout de suite dit mais moi ce genre de projet c'est ce que je recherche, parce que voilà, la guerre de 14 c'est quelque chose qui lui parle depuis tout petit. Et donc si le dessinateur en question n'en veut pas, moi je suis preneur. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais sinon en règle générale, je pars vraiment des demandes du dessinateur. Non, parce que c'est des bandes dessinées qui ne s'adressent pas spécifiquement aux gens de la région. Et en plus de ça, moi je suis pas picard, enfin je suis picard d'adoption, mais je viens de Bretagne. Et si Deux briquets de sang et La Guerre des Lulus sont nés, c'est parce que c'est suite à ma découverte de la région. C'est-à-dire que Deux briquets de sang qui se passe au Famistère de Guise est vraiment né en tant qu'histoire après que j'ai visité ce lieu. Et la Guerre des Lulus, c'est aussi suite à des rencontres que j'ai faites dans la région, mais à chaque fois j'ai voulu faire des histoires qui étaient universelles, qui puissent être lues aussi bien en Picardie que dans le sud de la France. D'ailleurs, en fait, aussi bien Deux briquets de sang que La Guerre des Lulus sont aussi traduits à l'étranger, donc c'est lu aussi en Espagne, c'est lu en Allemagne. Donc voilà, à ce titre-là, on ne peut pas vraiment parler de bande dessinée régionaliste. Et puis voilà, donc il n'y avait pas de ma part une volonté de faire découvrir le patrimoine picard, par exemple, quand on a fait Deux briquets de sang. C'est vraiment le Famistère en fait, qui m'a inspiré une histoire. Suite à la visite, en fait, quand j'ai fait la visite, j'avais en tête le fait de vouloir refaire une histoire policière avec David François, et on cherchait voilà, une idée. Et en visitant celui-là, je me suis dit mais c'est le décor idéal pour une histoire policière. On va la faire ici. Mais le Famistère aurait été construit 40 km plus au nord, par exemple. On aurait été dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est la même chose. Alors maintenant, en plus, c'est la même région. C'est le Hauts-de-France. Mais ou 40 km plus à l'est, on se serait retrouvé en Belgique. J'aurais raconté la même histoire. C'était pas juste histoire de faire quelque chose qui se passerait dans la région. C'était pas la raison initiale en fait de ce projet-là. Et La Guerre des Lulus, pareil. En fait, si ça se passe dans la région, c'est parce que je voulais que ça se passe dans la zone occupée. Et voilà. Et donc je les ai placés dans l'Aisne parce que habitant en Picardie, voilà, c'est une région que je connaissais bien aussi. Et donc c'était plus facile pour le dessinateur et pour moi de reconstituer en fait la Picardie de cette époque-là plutôt qu'une région dans laquelle j'ai pas mis les pieds. C'est très variable. Il y a des histoires en fait qui sont venues tout de suite. Je me souviens d'Abélard, en fait, c'est venu lors d'une promenade. Je me balade dans les ortillonnages et le temps de faire l'aller-retour, donc ça, on a dû faire 5 ou 6 km de balade, quoi. Donc on va dire une promenade d'1 heure. En fait, j'avais déjà toute l'histoire en tête. Le soir,
je l'ai couché sur papier, donc ça m'a pris peut-être 1 heure, 2 heures le temps de tout rédiger. J'ai envoyé ça à Renaud, on a envoyé ça à l'éditeur et ça s'est fait tout de suite. Il y a d'autres histoires, là je suis en train de travailler sur un synopsis toujours pour Renaud Dilly. Là on part sur une série d'aventures jeunesse et c'est une histoire que j'ai commencé à écrire il y a 1 ou 2 ans et puis je me suis arrêté. Alors j'avais quand même découpé 2 pages en fait, en même temps que je faisais le synopsis pour que Renaud puisse faire les 2 pages et que très rapidement on puisse présenter un éditeur derrière. Et en fait en cours d'écriture de synopsis, il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas. Et puis je me suis rendu compte surtout que j'avais pas de temps, j'arrivais pas à consacrer le temps qu'il fallait pour l'écriture de synopsis parce que j'étais pris par d'autres projets. Je travaillais sur 7 ou 8 albums de bande dessinée en même temps à cette époque-là, plus d'autres projets annexes. Et donc là, j'ai arrêté, j'ai dit à Renaud, j'ai dit bah non, en fait c'est pas possible parce que même si je finis le synopsis, qu'on présente un éditeur, qu'on signe un contrat, je serai incapable en fait d'honorer ma part du contrat puisque j'ai déjà trop de choses en route. Donc je lui ai dit, travaille de ton côté sur un autre projet, c'est là où il a, et je lui avais conseillé en fait de proposer un projet jeunesse à la Gouttière, donc c'est là où il leur a proposé les Mouvantails et il a commencé à travailler ce qui est devenu une série puisqu'il y a un 3e tome qui sort bientôt. Et le temps qu'il fasse donc les 3 tomes de l'Épouvantail, j'ai réussi à dégager un peu de temps pour me remettre de nouveau. Et donc là, depuis, ça doit faire 3 semaines, on s'est remis sur ce projet-là. Mais voilà, mais là ça vient pas tout seul. Donc là, je fais des allers-retours, des fois je laisse reposer, je travaille sur autre chose, je reviens dessus. Parce que c'est une histoire qui est moins évidente entre guillemets. Alors qu'on pourrait se dire bah, c'est plus simple, c'est pour la jeunesse, c'est pour les enfants. Alors que non, pas du tout, parce qu'il y a certaines... C'est parfois en fait complexe de faire une histoire simple. C'est une histoire lisible par tout le monde et lisible par les plus petits. Et donc là c'est ce à quoi je m'attache en ce moment. Et donc c'est très variable. Il y a des histoires qui viennent toutes seules et puis des histoires sur lesquelles il faut revenir en fait plusieurs fois. Faut parfois laisser passer du temps, mettre ça de côté, en fait oublier et revenir avec un regard neuf dessus. Non, en fait, je comparerais ça à un projet historique, c'est-à-dire quand on travaille sur, alors pas forcément sur un personnage historique, mais en tout cas sur une période de l'histoire particulière, la guerre des Lulu par exemple, guerre de 14, on a tout un décor en fait à respecter. On a une histoire avec un grand H à respecter, des dates, des batailles, des choses comme ça, des personnages historiques qui peuvent être cités parfois dans la BD éventuellement. On a aussi, ne serait-ce que le quotidien des gens de l'époque à respecter, les véhicules, les choses comme ça. Dans le cas d'Aqua-Blue, où le décor est inventé, mais a été inventé par d'autres, en fait, quand on récupère cette boîte de jeu, en quelque sorte, on est obligé de respecter en fait l'histoire qui a été racontée auparavant et qui devient une histoire pour nous avec un grand H, puisque voilà, on la prend comme quelque chose qui a virtuellement existé en quelque sorte, et donc on doit respecter les personnages de la série, on doit respecter ce qui a déjà été raconté dans la série, et quand on y fait référence comme à des événements historiques. Et donc c'est un peu voilà, pour moi c'est un peu le même travail. Ce qui est différent d'un projet de science-fiction que j'aurais mené de A à Z, c'est-à-dire que là si je crée un nouveau projet de science-fiction, j'en suis le créateur, là je vais créer mon monde. Donc là, je n'ai pas à me référer à quelque chose qui a déjà été écrit, à des histoires qui se sont déjà passées. Là, je vais créer le décor, je vais créer les personnages, je vais créer des histoires, quoi. Donc c'est un peu différent. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est une série que j'avais adorée quand je me suis, à tel point quand je me suis lancé dans la bande dessinée. La première chose que j'ai faite, ça a été de relire des bandes dessinées que j'avais beaucoup aimées pour comprendre comment les scénaristes et dessinateurs en fait s'y étaient pris pour me faire apprécier leur histoire. Et la première série que j'ai lue, que j'ai relue et re-relue, ça a été Aqua Blue. Donc ça tombait bien qu'on me demande de la reprendre quelques années plus tard. Mais j'ai pas ressenti de pression particulière en fait. Et Renaud, ça a été pareil, je crois qu'on l'a pris un peu à la légère. Et tant mieux, parce que je crois que quand on se donne trop de pression, ça devient compliqué. En fait, pour nous, c'était une série des années 90. Et on avait eu l'impression, à tort, que la série avait été un peu oubliée. J'avais pas lu les derniers tomes qui étaient parus, alors je les ai lus évidemment quand je me suis lancé dans l'écriture de la suite. Mais voilà, on avait l'impression que la série, en plus ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de nouveau tome. Donc on se dit, bon, on va relancer une série mais qui a été un peu oubliée. C'était un peu moins compliqué que de reprendre l'Astérix
ou d'autres choses où il y avait des parutions plus régulières. Et on s'est rendu compte après la sortie du tome 1 que non, il y avait toujours une fanbase de lecteurs d'Aqua-Blue qui était bien là, avec ses exigences, avec voilà, son propre regard sur la série qui ne correspondait pas forcément au nôtre. Puisqu'évidemment, quelle que soit l'œuvre, que ce soit en bande dessinée, roman, cinéma, etc., chaque lecteur en fait a son regard, a sa vision de ce qu'il vient de lire ou de ce qu'il vient de voir. Et donc la pression, en fait, on l'a eu plutôt à partir du tome 2 ou 3 qu'au moment où on a repris la série. Mais bon, on essaye de faire avec, et puis surtout on essaye de s'amuser en faisant nos albums. En fait, la pression, en tout cas celle qui est sur les épaules de Renaud, je crois, elle est plus importante du fait du temps qu'il a laissé passer entre la sortie du dernier tome, il y a déjà 2 ans maintenant, je crois, et le nouveau tome qui ne sortira que dans 1 an. Donc là, voilà, il y aura, je crois qu'il y aura entre 3 et 4 ans qui seront passés entre les deux, donc l'attente sera d'autant plus forte. Et le risque de décevoir, comme en plus c'est une fin de cycle, parce qu'il y a, évidemment, quand on relance un nouveau cycle, il y a une forme d'indulgence du lecteur, souvent qui se dit bon, on va attendre de voir où ils vont avant de critiquer vraiment. Mais là, comme on va clôturer le cycle, là voilà, on va voir si on aura réussi ou pas entièrement notre histoire. Alors la guerre des Lulus, c'est l'histoire d'une bande de 4 garçons et une petite fille. Donc les 4 garçons sont orphelins, élevés dans une abbaye dans le village de Valencourt, qui est un village fictif mais qui n'est pas très loin de la frontière belge, en fait, vraiment dans le nord de l'Aisne. Et la petite fille, c'est une petite réfugiée belge, en fait, qui s'est échappée du convoi de réfugiés dans lequel elle était, et qui se retrouve isolée. Et le village des Lulus est évacué peu de temps avant qu'ils rencontrent la petite fille. Eux ont fait le mur de l'orphelinat, ils sont en train de se construire une cabane. Ils vont être oubliés dans l'évacuation du village. Et très peu de temps après, l'armée allemande arrive, donc les Lulus vont se retrouver en zone occupée. Et l'histoire de la guerre des Lulus, c'est le récit de la survie de ces 5 enfants pendant la Grande Guerre. Donc de 1914 on va aller jusqu'à la signature du traité de Versailles, donc jusqu'au 28 juin 1919. Et on raconte comment ils ont réussi à survivre, les rencontres qu'ils ont faites, à quel point et comment la guerre a pu les marquer, alors qu'ils ne sont quasiment jamais allés sur le front. Il y a juste un épisode dans le tome consacré à 1918 où on en retrouve 2 en fait qui sont sur le front parce qu'ils ont été mis dans un bataillon disciplinaire, bataillon disciplinaire de travailleurs civils allemands. En dehors de ça, on n'est pas dans les combats, on n'est pas sur le front, mais on est en zone occupée. Et, voilà, et on va voir pourquoi et comment en fait la guerre a pu marquer ces enfants. Et surtout, on voit leur évolution, on les voit grandir, on les voit changer psychologiquement, physiquement, tout au long de l'histoire. Oui, alors pas au début. Au début, le travail documentaire était assez succinct et assez simple, puisque les 2 premiers tomes se passent dans un village fictif. Alors même si on a le village qu'on a reconstitué, on l'a reconstitué à partir de villages existants dans la région. L'abbaye, pareil, en fait, elle est inspirée de 2 abbayes, de l'abbaye du Gard et de l'abbaye de Valois. Mais c'est un village qu'on a inventé, donc on ne peut pas nous reprocher, nous dire ah ben non, ce bâtiment-là, en 1914, il n'avait pas 3 fenêtres, il en avait que 2, ou enfin bref. Le tome 2 se passe essentiellement dans la forêt, donc pareil, au niveau travail documentaire, c'était assez léger. Par contre, à partir du tome 3, les Lulus se déplacent et vont aller dans des villes. Ils vont aller au Familistère de Guise, ils vont aller à Berlin, ils vont aller au camp de Holzminden. Donc ils vont dans des lieux qui existent ou qui ont existé. Et donc là, il y a un gros travail de recherche, oui, pour savoir à quoi ressemblait Berlin en 1916. Parce que toute la documentation qu'on a, toute la littérature qu'on a sur la guerre de 14 en France, à 90%, 99% peut-être même, elle est sur le front d'Ouest, elle est sur les poilus, elle est sur... alors si on veut de la documentation sur les uniformes de l'armée française entre 1914 et 1918, il n'y a aucun souci, on en trouve plein. Sur les différents types de mortiers, de chars, d'avions, etc., on en trouve aussi assez facilement. Par contre, à quoi ressemblaient les quartiers populaires à Berlin en 1916, là ça devient plus compliqué. Donc là, j'ai eu la chance, en l'occurrence sur ce sujet-là, d'être aidé par une lectrice de la guerre des Lulus,
une professeure d'allemand qui m'a confié de la documentation, qui m'a donné des pistes aussi de recherche, notamment le nom d'un dessinateur allemand de cette période-là, qui est l'équivalent de Francisco Pulbo en Allemagne, qui s'appelle Heinrich Zille. Donc elle m'avait donné prêté un ouvrage avec plein de dessins d'Heinrich Zille, donc d'enfants dans les quartiers populaires. Et en faisant des recherches, j'ai découvert un livre de photos prises par Heinrich Zille, qui était très intéressant pour moi, parce que c'est pas un livre de belles photos. C'est-à-dire qu'Heinrich Zille n'était pas un photographe professionnel, c'était un dessinateur qui avait un appareil photo et qui prenait des photos à titre documentaire. Et donc, lui, il n'allait pas prendre en fait les beaux bâtiments, les belles rues, etc. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les rues un peu crasseuses, c'était des quartiers en délabrement, etc. Et puis les quartiers où des scènes de vie, des choses comme ça. Donc vraiment le Berlin populaire de ces années-là. Et donc je me suis procuré ce livre, et là on avait tout le décor nécessaire, dont on avait besoin en fait pour faire notre bande dessinée. On s'arrêtera au tome 12, qui sera en fait le tome 10. Je m'explique, parce qu'en fait il y a le cycle d'origine en fait, donc qui va de 1914 à 1918 avec un tome par année de guerre. Il y a un diptyque qui s'appelle La perspective Luigi, qui raconte une ellipse de temps qui est entre le tome 3 et le tome 4, qui est le moment où les Lus sont en Allemagne. Donc là c'est divisé en deux tomes, un qui se passe à Berlin, un qui se passe au camp de Holzminden. Et maintenant on est en train de faire ce qui est en quelque sorte le deuxième cycle, mais qui est vraiment la continuité immédiate du tome 1918. Où à la fin du tome qui se passe en 1918, tous les Lulus sont séparés. Et on va raconter sur 5 tomes en fait comment ils réussissent à se retrouver. Et donc là on va du 11 novembre 1918 au 28 juin 1919, donc de l'armistice à la signature du traité de Versailles. Et du point de vue de la narration, ça va changer, puisqu'on a un narrateur qui est le même en fait sur les 5 premiers tomes de la guerre des Lus, qui est Ludwig. Sur la perspective Luigi, on change de narrateur, c'est Luigi qui raconte, donc c'est un deuxième Lulu. Et sur les 5 tomes qui nous restent, en fait, chaque tome est vu du point de vue d'un des enfants. Donc il y a le premier tome, c'est Lucien qui est au centre du récit, puisqu'on le retrouve dans un hôpital militaire qui va raconter pourquoi il est arrivé à l'orphelinat, où on le retrouve au tout début en fait, de l'histoire. Donc comment il est devenu orphelin, comment les autres en fait se sont retrouvés aussi dans l'orphelinat, comment ils sont devenus copains, pourquoi ils ont commencé à construire des cabanes, etc. À la fin de ce tome, il est rejoint par Luigi. Donc le tome 2 sera centré sur Luigi, qui va raconter d'abord à Lucien ce qu'il a vécu avant de le retrouver. C'est entre le moment où ils ont été séparés dans les tranchées allemandes et puis le moment où il l'a retrouvé à l'hôpital militaire. Et ils vont partir tous les deux à Valencourt, donc le village d'où ils sont partis au tout début de l'histoire, dans l'espoir de retrouver les deux petits, les deux manquants. Le troisième tome sera centré sur Luce, où là on est au niveau du narratif en voix off, on est sur le journal intime en fait de la petite fille, qui va raconter ses retrouvailles avec ses parents, etc. Donc il y a toute une histoire, bon, je ne vais pas raconter là, mais où Luce est vraiment au centre. Le troisième tome, on est avec Lucas aux Pays-Bas, et le dernier tome, on retrouve le narrateur en fait des 5 premiers tomes, qui redevient le narrateur donc, de la voix off de ce dernier tome. C'est Ludwig, qui lui a été emmené en Allemagne en tant que prisonnier. Ce qui va nous permettre de découvrir la révolution spartakiste, et puis ce qui s'est passé en Allemagne à cette époque-là. Et on conclut l'histoire avec Ludwig, on boucle la boucle sur ce dernier tome. Alors Zibline, c'est une série à la fois jeunesse et puis fantastique, c'est-à-dire qu'en gros c'est une petite fille, une petite africaine qui va se retrouver projetée dans un monde peuplé par des humanoïdes à tête d'animaux. On va découvrir dans le tome 2 ce qu'est la réalité de ce monde-là et ce qu'elle y fait. Et ce tome 2 en fait, va boucler en fait, une première histoire avec dans l'idée peut-être plus tard d'en faire d'autres qui seront des récits soit en un tome, soit en 2 tomes dans l'univers qu'on aura développé. Il y a un projet aussi d'écriture à la fois d'un roman et d'une bande dessinée de science-fiction en même temps, avec Régis Godin, qui est un écrivain, qui a écrit notamment Le sang des C3, L'ensorceleur des choses menues. Donc on a décidé ensemble, qui est aussi mon co-scénariste sur Zibline, et on a décidé de remettre le couvert ensemble, et donc et cette fois d'écrire à la fois un roman de SF et en même temps de faire son adaptation en bande dessinée. Ou de faire une bande dessinée, de faire son adaptation au roman, au choix, puisqu'on le fait en même temps. Mais en fait, on a une très forte demande d'un éditeur en particulier,
Et voilà, et c'est pour répondre à cette demande qu'on a décidé de monter ce projet. Et là, il nous faudra un dessinateur. Ce qui n'est pas évident en science-fiction, c'est beaucoup plus facile de trouver un dessinateur d'Heroic Fantasy. Science-fiction, en fait, il faut non seulement aimer dessiner des personnages, mais il faut aussi aimer la technologie, voilà, inventer des vaisseaux, des villes futuristes, des choses comme ça. Et puis bien maîtriser tout ça. Donc c'est pas forcément évident, je m'en suis rendu compte quand on a fait Aquablue, parce qu'à un moment donné, on a cherché un deuxième dessinateur pour faire une série parallèle qui sera appelée Fondation Aquablue. Et voilà, et on n'a jamais trouvé vraiment le dessinateur qui convenait, ou en tout cas ça s'est pas fait à un moment donné, ça a failli se faire avec un dessinateur, et puis voilà. Et au bout du compte, ça s'est pas fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça pouvait être compliqué. Bah, c'est très variable. En fait, les premiers qui m'ont influencé, je pense que ça a été ceux que j'ai lus quand j'étais enfant. Donc ça a été les Franquin, Goscinny, Uderzo, etc. Hergé, évidemment. Après, je continue à lire beaucoup de bandes dessinées. Et puis pareil, comme je disais tout à l'heure, comme je suis un lecteur hétéroclite, en fait, ça va être très très varié en fait, dans mes lectures. Donc il y a beaucoup d'œuvres en tout cas qui peuvent m'inspirer. Après, j'ai du mal à donner vraiment des noms précis, parce que je peux très bien apprécier un auteur sur une œuvre et puis moi sur l'autre. Mais je dirais dans les scénaristes de ma génération, voilà, de ces dernières années, qui ont émergé à peu près en même temps que moi, j'aime bien le travail de Fabien Wellman, voilà, qui a aussi ce côté très hétéroclite en fait dans ce qu'il écrit. J'aime bien aussi ce que fait Lupano. Enfin, il y en a pas mal comme ça qui peuvent m'influencer ou nourrir mon imaginaire, ou en tout cas que j'aime lire. Voilà, mais j'ai pas de panthéon personnel non plus. En fait, je pioche un peu partout et puis voilà, je regarde ce qui m'intéresse. Alors là, c'est une colle. En fait, non, ce serait pas chez un auteur en particulier. Non, c'est vraiment plutôt une question d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des œuvres où je me dis pourquoi je l'ai pas eu avant cette idée-là, ou cette façon de faire, cette façon de raconter. Non, j'aurais pas envie de reprendre entièrement l'œuvre d'un auteur. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans ce boulot-là, c'est aussi de faire ce qu'on a envie de faire, et c'est d'essayer de trouver en soi-même en fait les ressources pour raconter quelque chose, plutôt que d'aller piller ce qui s'est déjà fait ailleurs. Donc c'est plus du regret que de l'envie en fait. Quand je découvre une œuvre en fait qui me scotche vraiment, c'est plus le regret de ne pas l'avoir fait que l'envie de la faire. À plein de choses. Enfin, dans les choses que j'ai lues récemment, moi j'ai beaucoup aimé Les Indes Fourbes par exemple. Qu'est-ce que j'ai lu? Inweb aussi chez Casterman. Donc voilà, voilà, après il y a plein de bandes dessinées, puis alors il y a des fois des bandes dessinées qui vous marquent sur le moment, puis après on les oublie complètement. Ça c'est pour toutes les œuvres en fait, je crois que c'est comme ça. Puis après des fois on les relit quelques années après, puis on se dit mais en fait je comprends pas pourquoi ça m'avait autant scotché à l'époque, parce que bon c'est plein de grosses ficelles, etc. Les goûts changent aussi, puis le regard qu'on a sur les choses. C'est un métier qui est devenu compliqué. En fait, le métier en lui-même n'a pas vraiment changé. Par contre, c'est devenu compliqué d'en vivre pour beaucoup. On a beaucoup mis l'accent ces dernières années sur l'augmentation des cotisations, notamment de l'IRSEC, etc. Moi, je dirais que c'est un faux problème en fait, parce que dans n'importe quel métier, on a des cotisations à payer. Les cotisations des auteurs ne sont pas plus élevées que celles de n'importe quel indépendant. Le problème, c'est que c'est devenu compliqué d'en vivre, et donc là où ce problème de cotisation devient épineux, c'est que ces quelques pourcentages qu'on va retirer du revenu des auteurs, en fait, c'est un revenu qui est tellement minime que ça devient insuffisant pour en vivre, quoi. Et donc le vrai problème, c'est de réussir à avoir des revenus suffisants pour pouvoir en vivre, pour pouvoir payer des cotisations comme tout le monde. Et c'est en grande partie dû à la surproduction, qui fait que les ventes qui se font en bande dessinée, qui sont toujours des ventes confortables sur la masse en fait. Et donc les gros éditeurs s'y retrouvent. Pour un auteur qui va vivre non pas de 5000 bandes dessinées par an, puisque c'est à peu près
le chiffre qu'il y a, mais d'une bande dessinée, enfin notamment pour un dessinateur, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est devenu très très compliqué de vivre d'une bande dessinée par an, à moins d'avoir la chance de faire une série qui marche très bien, qui se vend à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, mais c'est le cas d'une infime minorité en fait de la production actuelle. Donc à partir de là, il y a beaucoup d'auteurs qui laissent tomber après avoir bossé des années dans la bande dessinée, mais s'ils n'ont pas réussi ou s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir comme ça une série ou un titre qui leur permettent de toucher les droits d'auteur et d'assurer un peu leurs arrières, c'est-à-dire de pouvoir continuer à faire de la bande dessinée tout en ayant un revenu comme ça supplémentaire en plus des avaloirs qu'ils vont pouvoir toucher, qui leur apporte un peu plus que de quoi vivre au minimum social, voilà, on jette l'éponge. Moi j'ai la chance de pouvoir en vivre confortablement, mais je sais qu'on n'est pas très très nombreux dans ce cas-là. La solution, je crois qu'elle n'est pas entre les mains des auteurs, elle est plus entre les mains des éditeurs. Mais effectivement, s'il y avait moins de parutions, et surtout, en fait, le problème c'est qu'on peut produire 5000 titres par an, mais à condition de réussir de défendre ces titres pour qu'ils trouvent leurs lecteurs. Or c'est pas le cas, là il y a sur les... Alors quand on parle de 5000 titres, on parle aussi des mangas, des comics, etc. Mais même si on parle de 2 ou 3000 titres à l'échelle donc de la bande dessinée franco-belge, s'il y a seulement 5 ou 10% des titres en fait, qui sont défendus vraiment par les éditeurs, par les attachés de presse, par les libraires, et que tous les autres en fait, c'est de la cavalerie qui sert à occuper les rayonnages, qui sert voilà, à faire du flux, à nourrir surtout les diffuseurs et les distributeurs, et surtout pas les auteurs. Là c'est problématique. Il y a des éditeurs qui ont pris ce pari en fait de sortir moins de titres. Je pense je sais pas, à Rue de Sèvres par exemple, ou à La Gouttière si on prend des éditeurs plus petits, mais de défendre en fait chacun de ces titres et de les défendre de façon différente à chaque fois en fonction du public auquel on s'adresse, en fonction du thème abordé, en fonction des auteurs qui vont porter le bouquin aussi. Et ça devrait être fait pour chacun des titres. Mais c'est possible de le faire pour un éditeur quand on édite 50 titres par an. Quand on en édite 300, 400, c'est plus possible. Les gros éditeurs en fait créent le marché, étouffent les auteurs. Mais leur permettent aussi d'en vivre. Je ne vais pas cracher non plus sur les gros éditeurs, parce que déjà parce que je signe la plupart de mes ouvrages chez des gros éditeurs. Et si on peut vivre aussi de la bande dessinée, c'est parce qu'on touche des avaloirs. Et les avaloirs, on les a chez les gros éditeurs. Et un gros éditeur, c'est aussi celui qui est le plus à même en fait, d'aller toucher un maximum de librairies, d'aller vendre les droits à l'étranger, etc. Mais j'attends d'un gros éditeur, et c'est aussi le cas de certains gros éditeurs. Moi j'ai travaillé avec Dargaud Benelux par exemple. Dargaud Benelux, chaque titre en fait qui est édité par cette maison d'édition est défendu. Enfin, je l'ai vu même sur un titre comme Abélard, qui n'était pas du tout un titre grand public, qui n'était pas un titre sur lequel ils s'attendaient à avoir des centaines de milliers de ventes, mais qui est un titre qu'ils ont beaucoup aimé et qu'ils ont beaucoup porté. Voilà, et là on s'est senti défendu, même si ça ne nous a pas rapporté non plus des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. On a senti que ce livre avait sa place en fait, et il a trouvé son public, qui n'est pas le public d'Astérix, mais qui est un public qu'il a trouvé aussi bien en France qu'aux États-Unis que dans d'autres pays. Et voilà, et quand c'est comme ça, on se dit oui, je fais un métier qui sert à quelque chose, parce qu'on va toucher des gens, parce que voilà, on a un vrai retour autour de ça. Et parce que le plus frustrant, en dehors du problème économique pour un auteur, c'est de sortir un ouvrage qui passe complètement inaperçu. Donc qui non seulement ne lui rapportera pas d'argent, mais qui en plus de ça, en fait, il a l'impression de l'avoir fait pour rien, quoi. Parce qu'il a été mis une semaine sur une pile en librairie, et après il a été retourné dans un carton et stocké chez le distributeur ou pilonné, quoi. Et quand on a travaillé 1 an de sa vie en fait sur cet ouvrage, c'est quelque chose de très très dur à vivre. Ça m'est arrivé au début, ouais, et ça arrive je pense à tous les auteurs. Rares sont les auteurs qui ont la chance de faire un carton dès le premier titre. Avant d'être visible, il faut avoir sorti pas mal d'ouvrages pour être repéré par la profession d'abord, par les journalistes, par les lecteurs après.